je m'excuse pour les problèmes techniques au début, parce que Meet ne voulait pas fonctionner à partir du PC. Donc, je repasse sur le téléphone, au moins pour ne pas gâcher cette séance. Donc, on va faire avec les moyens du bord. Alors, est-ce que vous voyez partage? Oui. Est-ce que vous voyez partage? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, bon, vous avez mon email si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez les deux adresses USCHP et Gmail. Bon, l'adresse Gmail, vous l'avez déjà, c'est avec laquelle je vous ai précédemment contacté. Et vous avez également l'adresse USCHP. D'accord. Alors, les chapitres clés du cours, on en a un peu discuté la dernière fois. Donc, vous aurez un chapitre introductif. Donc, celui qu'on commencera aujourd'hui, Inch'Allah, avec les bases de l'analyse d'un algorithme. Puisque les notions mathématiques sont nécessaires pour arriver à calculer la complexité. Donc, vous avez un chapitre sur les rappels des outils mathématiques avec des exemples, comment on va les intégrer, on va les inclure dans le calcul de complexité et comment on va pouvoir les utiliser. Donc, juste après, on va voir les structures de données avancées. Donc, on commencera par les structures que vous connaissez déjà et on arrivera aux structures les plus avancées, donc les arbres dictionnaires, les graphes, les index et les techniques de hachage qui permettent de proposer ou d'envisager des structures de données adaptées au type de données utilisées. Donc, on va analyser également les algorithmes de tri, étudier la récursivité et on va terminer par les stratégies de résolution de problèmes, et la classification des problèmes. Donc, voilà pour le plan. Alors, durant le semestre, je vais peut-être devoir avancer un chapitre au détriment des autres. Tout dépendra du déroulement des séances. Donc, ce n'est pas un plan qui est figé, qui doit être suivi comme ça, de cette manière, à la lettre. Alors, donc, dans le chapitre introductif, donc on va voir les bases de l'algorithmique. Alors, pourquoi on a besoin de rappeler les bases de l'algorithmique? Parce qu'au fil des années, donc en première année, vous avez commencé à écrire des algorithmes dans un langage algorithmique classique. Avec le temps, les instructions ont été remplacées par des phrases. On ne comprend pas si la phrase c'est un traitement élémentaire ou bien c'est un appel à une procédure plus élaborée ou bien c'est un traitement qui doit être traité à part. Ce n'est plus de l'algorithmique, c'est devenu de pseudo-algorithmique. Et on ne peut pas analyser un pseudo-algorithme. On a besoin d'avoir un algorithme qui est écrit dans un langage qui est le plus proche possible d'un langage de programmation, même si on n'utilise pas les mêmes instructions ou les mêmes mots-clés, il faut que ça soit un langage qui soit le plus proche de la machine possible. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin de rappeler les notions d'algorithmique. C'est quoi une instruction élémentaire? Comment se présente une instruction élémentaire pour savoir par la suite évaluer cette instruction élémentaire en termes de mémoire et aussi en termes de temps. Donc, les instructions élémentaires, c'est toute instruction qui est soit arithmétique, c'est-à-dire c'est un calcul, soit logique, soit une affectation, soit une opération de lecture-écriture, et c'est une lecture-écriture simple. C'est-à-dire, on va lire une variable et on va écrire dans une variable. Ce n'est pas les lectures-écritures dans une structure séquentielle ou dans un fichier. C'est la lecture-écriture sur une variable ou sur un champ simple. Dans les instructions élémentaires, dans l'algorithmique de base, vous avez également les instructions de contrôle. Donc, c'est le si, sinon, fin si, les si imbriqués, ou bien le caveau, c'est-à-dire switch case.
Vous avez également des instructions répétitives. Il faut tant que, répéter jusqu'à. Toutes ces instructions, toutes ces actions répétitives qui ont un point de départ et une condition d'arrêt. Donc, on verra comment on va devoir les écrire pour pouvoir les évaluer par la suite. Et vous avez également la dernière partie, la dernière composante d'un algorithme, c'est les instructions ou les actions paramétriques. C'est des appels vers des fonctions, vers des procédures. C'est des appels récursifs. Donc, c'est un traitement qu'on appelle à un instant donné qui a été peut-être écrit ailleurs. Donc, il faudrait qu'on puisse évaluer d'abord l'appel, combien il coûte et qu'est-ce qu'il consomme. Également, évaluer l'action paramétrée lorsqu'elle sera exécutée, qu'est-ce qu'elle va consommer comme ressource. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame. D'accord. Donc, pour voir qu'est-ce qu'elle consomme, donc je disais pour voir qu'est-ce qu'elle consomme en ressources. Donc, lorsqu'on va écrire des algorithmes et lorsqu'on doit analyser les algorithmes, il faut qu'ils soient écrits à base de ces composantes-là pour qu'on puisse les évaluer. S'ils ne sont pas écrits en respectant les éléments que je vous donne ici, c'est-à-dire qu'il doit être encore plus détaillé pour qu'on puisse l'évaluer. D'accord? Alors, il y a une question cruciale ou une question importante qu'on se pose toujours. En ayant une problématique, c'est-à-dire un énoncé d'un problème, quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place une solution? Quelles sont les étapes que vous avez l'habitude de suivre? Alors, quelles sont les étapes que vous avez l'habitude de suivre quand on vous donne un énoncé? Alors, quelles sont les étapes que vous avez l'habitude de suivre quand on vous donne un énoncé? Ok. Comprendre le problème, analyser. Que signifie comprendre le problème pour vous? Expliquez-moi comment vous faites pour comprendre le problème et aussi comment vous faites pour analyser le problème. Décortiquer le problème en sous-problème plus un. Ok. Et ceux qui parlent d'analyse, que signifie pour vous l'analyse? Que signifie analyser le problème? Trouver les ressources dont on va avoir besoin. Trouver les ressources dont vous avez besoin. D'accord, ok. Ensuite, une fois que vous avez analysé le problème, trouvé les ressources, et vous avez éventuellement décortiqué votre problème en sous-problème, qu'est-ce que vous faites? Ensuite, l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par écrire l'énoncé? Qu'est-ce que vous voulez dire par écrire l'énoncé? Dans quel sens vous voulez réécrire l'énoncé? Oui, mais dans quel sens vous le voulez réécrire? D'accord, d'accord. Ça veut dire interpréter l'énoncé. Au lieu de dire réécrire l'énoncé, interpréter les questions. Interpréter l'énoncé.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on doit utiliser et comment on doit le faire. D'accord. Alors, un autre étudiant a parlé de tester des inputs et analyser les outputs. Vous testez avec quoi? Vous testez comment? Comment vous allez tester? Comment vous allez tester vos inputs et analyser vos outputs? Monsieur Yacoubi. Voir les différentes méthodes que vous pouvez utiliser. La méthode normale. D'accord. Alors, généralement, lorsque vous avez un énoncé, du moins la méthode qui est suivie par la majorité des étudiants, et d'analyser de manière superficielle le problème ou l'énoncé en vue d'extraire les données en entrée, le ou les résultats en sortie, d'essayer de comprendre le traitement. Ensuite, une fois que vous avez compris le traitement nécessaire pour transformer les données en entrée afin de produire le résultat en sortie, vous passez directement à la programmation dans le langage que vous maîtrisez ou avec lequel vous êtes habitué, vous êtes à l'aise. Et une fois que vous avez implémenté, vous passez à la phase de test. On m'a expliqué votre camarade. Vous avez dit la méthode normale. Donc, vous testez quelques inputs, vous vérifiez que vous avez les outputs en question, vous dites que on a pu répondre à l'énoncé. Donc, c'est ça la procédure que vous avez l'habitude de suivre. Oui ou non? D'accord, ok. Alors, à cette manière de travailler habituelle, on va rajouter par la suite, donc à partir de ce semestre et jusqu'à, je dirais, la fin de votre carrière dans le domaine informatique, vous allez devoir rajouter une étape importante dans l'analyse de vos énoncés, ou dans la construction de vos solutions. On ne peut pas passer de l'énoncé directement à la programmation. Toujours possible. Et ce n'est pas toujours recommandé. Comment? On peut dessiner le programme, le problème. Dessiner, pas forcément dessiner, mais au moins analyser le problème d'un point de vue algorithmique. Il faut analyser le problème d'un point de vue algorithmique avant de pouvoir dire est-ce qu'il mérite d'être implémenté ou non. Alors, je vais vous expliquer le problème autrement. Tous les énoncés que vous avez eu besoin d'implémenter jusqu'à maintenant, c'est des solutions qui sont plus ou moins simples et qui ne consomment pas énormément de ressources, que ce soit en termes de temps, en termes d'espace. Le problème de l'évaluation des ressources ou l'évaluation des performances de votre algorithme du point de vue ressources ne s'est pas posé, ne s'est pas présenté. Parce que même les énoncés qui vous ont été donnés ont été étudiés de telle sorte que on tient compte des ressources dont vous disposez, on tient compte aussi de vos capacités de test et donc on ne vous propose pas quelque chose qui ne puisse pas être exécuté dans le temps, bien qui ne puisse pas être exécuté sur votre machine. Donc, ce que vous allez voir comme problème
dorénavant, c'est des problèmes de la vie de tous les jours. Et les problèmes de la vie de tous les jours ont pour réputation d'être les plus difficiles possibles. On verra certains exemples de problèmes qu'on va étudier ensemble, mais c'est des problèmes qui sont complexes. Alors, que signifie dire un problème qui est complexe? Un problème qui est complexe n'est pas forcément un problème qui est difficile ou difficile à mettre en place. Un problème est dit complexe lorsque je ne dispose pas de ressources pour pouvoir le résoudre. Ça signifie quoi autrement? Ça signifie que je n'ai le temps ni l'espace nécessaire pour pouvoir exécuter ce programme, pour pouvoir exécuter mon algorithme. Donc, ça ne sert à rien que je perde mon temps à l'implémenter et à commencer à tester et de me rendre compte au fil de plusieurs tests que ça ne fonctionnera jamais. Aussi, dans vos précédentes implémentations, dans vos précédents problèmes, même lorsque vous avez étudié l'algorithme ou les algorithmes de tri, vous n'avez pas exécuté pour un tableau au-delà de 10 éléments. Je suis sûre que vous n'êtes pas allé au-delà de 10. Pourquoi vous n'êtes pas allé au-delà de 10? Parce que vous ne vouliez pas attendre de voir est-ce que ça trie correctement. Vous avez vu pour un petit échantillon, vous avez bien compris que l'ordonnancement est correctement respecté et ça prend quelques instants, quelques microsecondes, voire quelques millisecondes. Ça se termine, ça s'exécute. Vous arrêtez à cette étape. Lorsqu'on dit j'ai résolu un problème, ça signifie que je dois être capable de dire que ce problème ou cet algorithme ou cette application que je propose est capable d'exécuter n'importe quel échantillon de données, n'importe quelle taille de tableau, n'importe quelle composition de tableau. Et cette affirmation, on ne peut pas la faire tant qu'on n'est pas sûr qu'on a exécuté un échantillon de données qui est très important, ou bien tant qu'on n'a pas prouvé mathématiquement parlant que ça marche. Vous savez très bien que le quel que soit, c'est un quantifieur qui est très costaud. Pour dire que ça fonctionne, quel que soit le type, la taille des données en entrée, mathématiquement parlant, ça doit être prouvé pour pouvoir dire que c'est quel que soit. C'est-à-dire que je suis sûr que à chaque fois que j'injecte des données dans mon application, elle va pouvoir s'exécuter, me donner un résultat cohérent à la fin, et le programme en question doit se terminer aussi en un temps raisonnable. Or, lorsque la taille du tableau elle est très grande, je ne sais pas est-ce qu'il va s'exécuter ou non. Alors, c'est pas uniquement le côté hardware. Alors, le côté hardware, c'est une configuration matérielle dont on dispose et on est limité de respecter cette configuration matérielle. Mais le matériel, éventuellement, on peut l'étendre. On peut rajouter de la RAM, on peut rajouter du disque, on peut virtualiser l'exécution. Donc, on a des solutions pour étendre le matériel. Mais ce qui peut poser problème, et ce qui est réellement un problème, c'est le temps. Si vous avez une application et vous avez estimé le temps d'exécution à plusieurs, je ne vais pas dire plusieurs années, mais vous avez estimé l'exécution à plusieurs heures. On va dire 15 heures. Vous avez besoin de 15 heures de temps pour que votre application puisse s'exécuter correctement et vous donne un résultat à la fin. Vous pouvez attendre 15 heures. C'est raisonnable. Vous lancez l'exécution, vous êtes en train de faire quelque chose, soit vous faites vos cours, vous faites votre ménage, vous regardez une série, peu importe. Vous faites passer le temps. Si vous avez une coupure d'électricité au bout de 12 heures, qu'est-ce qui va se passer? L'exécution va s'arrêter. Donc la terminaison n'est pas garantie. Au retour du courant, vous êtes obligé de relancer l'exécution une autre fois et espérer qu'aucune coupure ne se produise
durant la durée des 15 heures d'exécution pour que vous puissiez avoir votre résultat. Donc là, j'ai pris un exemple concret que vous allez pouvoir tester lorsque vous allez faire vos TP. Attendre une exécution durant 15 heures, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait possible. Mais si on ne garantit pas la continuité du courant durant 15 heures, on aura un problème. On risque de ne pas avoir de résultat. On va attendre longtemps pour pouvoir disposer des ressources nécessaires durant toute la durée d'exécution pour qu'on puisse avoir le résultat. Donc, la terminaison et le résultat n'est pas toujours garanti. Et là, je parlais de 15 heures. On va voir un exemple concret par la suite au fil des séances, où on aura des applications qui nécessitent plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires pour se terminer. Ça signifie qu'elles ne se termineront jamais. Et donc, on va dire que cette application ou cet algorithme ne mérite pas d'être implémenté. Donc, pour pouvoir arriver à cette situation de dire que cette application ne mérite pas d'être implémentée, je dois être capable d'analyser un algorithme avant de passer à l'application. Ce n'est pas tout algorithme qui mérite d'être implémenté, qui mérite d'être testé. Donc, les étapes initiales d'analyse, d'étude de l'énoncé, d'extraction ou d'identification des données en entrée, des données en sortie, identification du traitement nécessaire, restent les mêmes. Sauf que, au lieu qu'on passe directement à l'écran, à nos machines, pour écrire l'application correspondante ou le programme correspondant sur un langage de programmation donné, on ramène une feuille, un crayon ou un stylo, on écrit l'algorithme détaillé correspondant à notre application. Ensuite, on l'analyse correctement. Suite à l'analyse ou suite au résultat d'analyse, est-ce que cet algorithme est performant, ou les performances de cet algorithme sont raisonnables et correspondent à mon objectif? Je valide cet algorithme et il passe à la programmation. Ou bien, je vais dire non, c'est un algorithme à jeter à la poubelle. Il faut envisager un autre mode de résolution de ce problème. Et dans ce cas-là, il faut réétudier le traitement, proposer un autre algorithme. S'il est meilleur, je le valide et je passe à l'implémentation. S'il n'est pas meilleur en termes de performance, je continuerai à envisager d'autres possibilités pour résoudre ce problème. Est-ce que vous avez compris ce point? Oui, madame, j'ai compris. Mais est-ce qu'il y a que le problème du temps? Je ne vous entends pas très bien. Est-ce qu'il y a que le problème du temps en traite là? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à quoi? Est-ce que le problème qu'on traite, c'est le temps? C'est que le temps? Oui, c'est le temps. C'est le temps. C'est le plus gros problème, c'est le temps. Parce que la mémoire, elle est extensible, mais le temps n'est pas extensible. Si ça prend 1 heure, je peux l'optimiser, je réduis quelques minutes, mais ça sera toujours dans la même échelle des heures. D'accord? Donc, c'est le temps qui n'est pas extensible. Si vous avez un algorithme qui aurait besoin de, je ne sais pas moi, d'un siècle pour s'exécuter, vous pouvez envisager toutes les optimisations possibles et imaginables. Un siècle restera un siècle. On n'a pas un moyen de casser l'échelle de temps. On verra les possibilités qu'on peut avoir et comment on va les exploiter pour casser l'échelle des temps, pour passer d'un siècle à quelques secondes, voire quelques heures. Ce n'est pas toujours possible. Pour certains cas, pour certains problèmes, on va voir comment on pourra les optimiser, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, éventuellement, si mon application nécessite beaucoup de ressources hardware, je peux dire, je vais espérer exécuter mon application non pas sur ma machine, mais sur une machine plus performante, plus élaborée, plus évoluée en termes de rapidité du microprocesseur ou bien en termes de RAM.
mais l'échelle des temps, elle n'est pas extensible malheureusement, et c'est ce qui pose un problème. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier la complexité. Donc la complexité d'un algorithme, ça ne concerne pas la difficulté à le mettre en place, ça ne concerne pas la taille de cet algorithme, mais ça concerne les ressources nécessaires pour, euh, pour, euh, pour cet algorithme, ou bien de manière générale, les performances de cet algorithme en termes de temps et en termes de ressources. Ça peut être de la mémoire, ça peut être une bande passante parce que vous avez besoin d'une connexion donnée pour accéder à un réseau donné. Ça peut être un périphérique externe, ça peut être une imprimante, un disque dur externe, ça peut être une base de données externe, non, distante, pardon. Donc, c'est de manière générale les performances en termes de temps à part et ensuite les autres ressources nécessaires à l'exécution de votre algorithme. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? On peut continuer. D'accord, très bien. Alors, donc, en informatique, vous avez deux questions fondamentales qui se posent toujours devant un problème à résoudre. Donc, quand j'ai un énoncé ou un problème à résoudre, il faut se poser deux questions. Il y a fondamentalement deux questions qui se posent. Existe-t-il un algorithme pour résoudre le problème en question? C'est-à-dire, est-ce que, en termes de traitement, je sais le faire, ou il est possible de le faire en termes de traitement? Et s'il est possible de le faire en termes de traitement, cet algorithme est-il utilisable en pratique? C'est-à-dire, est-ce que je dispose du temps et de l'espace nécessaires pour son exécution? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Raisonnable, c'est-à-dire, je peux attendre la terminaison de son exécution et en termes de mémoire, je dispose à mon niveau d'une machine qui est capable de supporter cet algorithme. Alors, la première question, elle traite de la calculabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème qui est calculable, c'est-à-dire un problème pour lequel il est possible de proposer une solution. Et la seconde question qu'on a posée ici, elle traite de la complexité. Pour résumer les choses jusqu'à maintenant, lorsqu'on a un énoncé ou un problème qui se pose, alors de manière générale, lorsqu'on vous pose un problème, ça signifie qu'un problème, il est calculable. C'est-à-dire, il doit admettre une solution. Bien, on dispose des moyens nécessaires pour trouver sa solution, qui est calculable. Maintenant, ce problème qui est calculable, est-ce que je dispose des ressources nécessaires pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir lui trouver réellement cette solution? Donc, c'est là qu'on parle de complexité. Donc, la complexité d'un algorithme, je répète encore une fois, elle ne concerne pas sa difficulté de mise en place, elle ne concerne pas sa taille en termes de nombre de lignes de code ou en termes d'exigence en termes de ressources, en termes de données, pardon, mais elle concerne les performances de cet algorithme en termes de ressources. Principalement le temps, ensuite la mémoire, ensuite les autres ressources nécessaires à l'exécution de cet algorithme. Madame, Oui, pour la première question, oui. comment la personne peut s'assurer que ce problème n'est pas calculable, par exemple?
Alors, bon, alors, nous, en tant qu'informaticiens, on ne s'intéresse pas aux problèmes qui ne sont pas calculables. Je vais vous expliquer autrement. Un problème qui n'admet pas de solution. Par exemple, vous avez des équations mathématiques qui n'admettent pas de solution. Du système d'équations, on a des théorèmes mathématiques qui nous disent que ce système d'équations n'admet pas de solution. Donc, si je sais que mathématiquement parlant, il n'admet pas de solution, à quoi bon proposer un algorithme pour trouver cette solution alors qu'elle n'existe pas? D'accord? Donc, c'est ça l'objectif, c'est ça le principe de la calculabilité. Si je suis sûr que le problème, il n'est pas calculable, il n'admet pas de solution. C'est-à-dire, il y a des mécanismes qui me permettent de dire qu'il n'admet pas de solution. Ici, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Donc, je vais pas chercher l'impossible. S'il n'a pas de solution, il n'a pas de solution. Il ne risque pas d'avoir, ou je ne risque pas de trouver cette solution si elle n'existe pas à la base. D'accord? Oui, c'est clair. Donc, on s'intéresse en tant qu'informaticien à des problèmes qui admettent des solutions. Et notre objectif, c'est d'arriver à trouver ou à construire cette solution en un temps raisonnable. Est-ce que vous avez compris? Oui, merci, madame. D'accord? Donc, on s'intéresse à des problèmes calculables, on étudie leur complexité pour voir est-ce qu'ils peuvent être résolus en un temps raisonnable ou non. Alors, on ne va pas le faire d'une manière expérimentale pure, on ne va pas le faire d'une manière mathématique pure, on va faire un peu des deux. C'est-à-dire le peu de mathématiques nécessaires afin de garantir ou afin d'arriver à prendre une décision qui nous permet d'éviter le maximum de tests possibles. Parce que devoir tester une application avec un jeu de données qui est important, avec un intervalle de données qui est très important, c'est très coûteux en temps et c'est très coûteux en argent. Parce que si je dois développer une application et le projet de développement m'a pris 6 mois en génie logiciel, pour les gens qui ont fait génie logiciel, que la durée des tests et parfois peut aller jusqu'à 2 fois la durée du développement de l'application. Pourquoi elle peut aller jusqu'à 2 fois cette durée? Parce que dans la phase de test, j'ai besoin de définir toutes les données de test nécessaires, d'exécuter un échantillon très important pour pouvoir dire que mon application elle est prête et aussi je devrais prendre en considération les anomalies que j'aurais détectées à travers les tests. En effectuant des tests, je constate qu'il y a peut-être des messages d'erreur qui ne s'affichent pas correctement, qu'il y a une certaine incohérence qui peut apparaître avec certains types de données ou certaines valeurs. Donc, toutes ces choses-là, si je les détecte au moment des tests, je dois les prendre en compte pour stabiliser mon application. Donc, tout ça, c'est coûteux en temps. Et l'utilisateur ou le client ne va pas vous attendre indéfiniment à faire des tests, alors que lui, il est inerte, il attend à recevoir votre application. D'accord? Donc, pour être plus efficace, il faut qu'on fasse le minimum de tests possible, le minimum de démonstrations possible, parce que la démonstration aussi nécessite des fondements mathématiques poussés. Donc, nous, on va être un peu feignant dans les deux aspects. Feignant mathématiquement parlant et feignant au niveau des tests. On va faire peu de tests, peu de démonstrations. On va combiner les deux. On va sortir avec un résultat ou un postulat qui dit, quel que soit mon donné dans cet intervalle, je suis sûr que mon application, elle va me donner un temps d'exécution qui respecte cette équation. D'accord? C'est ça la finalité de l'analyse et c'est ça la finalité de l'étude de la complexité. J'ai un énoncé. Pour cet énoncé, je vais faire une petite analyse de l'énoncé pour extraire
les données en entrée, le résultat en sortie, le traitement à adopter pour pouvoir transformer les données en entrée, extraire et construire le résultat en sortie. Ensuite, je propose l'algorithme correspondant. J'analyse cet algorithme. À travers l'analyse, je vais extraire l'équation. C'est pour ça que je dis qu'on nécessite des fondements mathématiques. On va extraire l'équation qui relie l'occupation ou l'exploitation des ressources de cet algorithme par rapport aux données en entrée, parce que c'est ce qu'on manipule dans mon algorithme. J'analyse cette équation et suite à l'analyse de cette équation, je peux dire dans quelles conditions cette application elle peut fonctionner. Et ensuite, je pourrais décider est-ce que c'est cohérent avec mes objectifs et donc tant mieux, on passe à la programmation. Si ça ne me correspond pas ou ça ne correspond pas aux objectifs de mon client, il faut envisager un autre traitement ou bien il faut réfléchir à l'optimisation de cet algorithme, obtenir de meilleures performances si c'est possible. Maintenant, si je suis face à un problème qui est complexe et j'arrive pas à trouver quelque chose de raisonnable, à ce moment-là, il faut envisager d'autres techniques de résolution pour pouvoir répondre à ce problème. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? D'accord, très bien. Alors, donc, si vous avez compris la philosophie du module, on va passer maintenant à quelques définitions. Alors, on appelle un problème toute question qui a les propriétés suivantes. Donc, c'est une question qui est générique et s'applique à un ensemble d'éléments. Et cette question posée, pour chaque élément, admet une réponse. Donc, il faut qu'elle soit calculable, c'est-à-dire la réponse, elle existe. Et cette question, elle est générique. Donc, j'ai la possibilité d'injecter un nombre important de données, ou injecter plusieurs données. À chaque donnée que j'injecte, je suis capable d'obtenir une réponse. D'accord? Alors, par exemple, si je veux étudier le problème de parité, si je vous dis écrire un algorithme, on va écrire une application, on va dire algorithme, qui permet de vérifier si c'est hyper ou non. Donc, à travers l'énoncé, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Vous avez en entrée des nombres qui sont entiers. Pour ces entiers-là, on veut vérifier est-ce qu'ils sont pairs ou impairs. C'est-à-dire, la réponse à mon algorithme, c'est soit vrai, soit faux. Vrai s'il est pair et faux s'il est impair. Maintenant, l'interprétation de ce vrai et faux, est-ce que c'est un booléen? Est-ce que c'est un entier 0, 1? C'est juste une interprétation du résultat. Donc, on n'a pas besoin de se poser la question par rapport à cette interprétation dès maintenant. Alors, cette question, lorsque je la pose pour tout entier naturel. Donc, elle est générique. Lorsque j'injecte un entier particulier ou une donnée particulière, je vais obtenir une réponse propre à cet entier. Donc, l'algorithme, lorsque vous allez l'écrire pour un entier donné que vous allez mettre dans une variable donnée. Ensuite, le traitement, il va tenir compte de
de cet entier ou de cette variable et il vous donnera une réponse par rapport à la valeur contenue dans cette variable. Vous changez de valeur, le résultat, il peut changer, mais le traitement, il est toujours le même. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la question du problème, elle est générique, c'est-à-dire elle est posée, ou elle peut se poser, ou elle va être posée pour un ensemble important d'éléments, c'est-à-dire pour beaucoup d'éléments, pour tout élément dans les entiers naturels, c'est-à-dire quel que soit un nombre entier, je dois être capable de vérifier est-ce que ce nombre entier, il est entier ou non, pardon, pair ou non. Maintenant, quand je dis que cet élément, c'est un entier, en principe, vous avez vu ça en première année, quelle est la limite des entiers? Jusqu'à quelle valeur je peux représenter dans le type entier? Non, ce n'est pas un entier. Alouane, ce n'est pas un entier. Ce que vous me donnez comme nombre, ce n'est pas la représentation des entiers. Un entier, c'est 2 octets. Alors, en principe, c'est entre moins 32 000 et quelques et plus 32 000 et quelques. Donc, vous avez un intervalle. Alors, pourquoi je vous ai posé cette question? Quand je déclare la variable comme étant un entier, quelque part, je suis en train de limiter l'intervalle sur lequel je vais pouvoir exécuter mon application. C'est de la borne inférieure négative, c'est-à-dire le nombre négatif le plus petit, au nombre positif le plus grand. Dans cet intervalle, je peux prendre n'importe quelle valeur et exécuter avec mon algorithme, ou mon application, ou mon programme. Alors, vous n'allez pas vous amuser à tester pour chaque valeur de cet intervalle. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est relativement grand, relativement important. Mais lorsque vous écrivez votre application, votre algorithme, et vous définissez la variable comme étant un entier, c'est comme si vous êtes en train de dire que pour moi, je suppose qu'il doit être capable de s'exécuter dans tout cet intervalle. Alors, qu'est-ce qui va me prouver qu'il va être exécuté dans tout cet intervalle? De la complexité par la suite. Maintenant, si je me rends compte que j'ai des données qui sont plus importantes que ça, c'est-à-dire que le 32 000 et quelques, la valeur 32 000 et quelques, et moi je suis à 1 million et quelques, donc ça signifie que le type entier ne me convient pas. Il faut que je définisse, que j'utilise, qui est plus important, qui est plus grand, pour que ça puisse couvrir mes données de test. Est-ce que vous comprenez le raisonnement ou pas? D'accord? Donc, pour dire ça, je n'ai pas eu besoin d'exécuter. Je suis juste en train d'analyser. Je suis juste en train d'analyser. J'ai défini la variable comme étant un entier et donc, je me mets en tête les limites de type entier. Quelle est la plus petite valeur possible et quelle est la plus grande valeur possible. Et donc, je fixe un intervalle fermé dans lequel je dis attention, ça ne sert à rien de tester au-delà de cet intervalle parce que ce n'est pas supporté par le type entier. Maintenant, le traitement, c'est toujours le même. Je vérifie cet entier par rapport
a une division par 2 pour savoir est-ce qu'il est pair ou impair. Si le reste de division par 2 égale à 0, je dirais qu'il est pair. Si le reste de division par 2 est égal à 1, je dirais que ce nombre, il est impair. Donc, le traitement, il est le même, quelle que soit la valeur. Donc, c'est une question qui est générique, qui peut être posée pour un ensemble donné d'éléments. Et la réponse, elle est la même, ou elle dépend, pardon, de la valeur injectée en entrée. Mais quelle que soit la valeur dans cet intervalle, la réponse, elle est soit vraie, soit fausse. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Donc, on a défini ici la notion de problème. À la notion de problème vient la notion d'instance. Une instance de problème est la question générique appliquée à un élément. Donc, lorsque vous écrivez un algorithme, vous écrivez l'algorithme en réponse à un problème donné, mais lorsque vous exécutez, vous êtes en train d'exécuter des instances ou un échantillon d'instances. Vous fixez la valeur en fonction de la valeur. Donc, si je m'intéresse au problème de parité, l'instance peut être l'instance qu'on peut considérer, l'entier 15 est-il pair ou impair? Quand je dis l'entier 15 est-il pair ou impair, donc j'ai spécifié la valeur en entrée. Donc, la réponse en sortie, elle est unique, elle est soit vraie, soit faux, et propre à cette valeur en entrée. Donc là, j'ai une instance du problème de parité des nombres. Donc, ce que vous avez l'habitude pour vos applications, c'est des instances de problème. Donc, vous êtes capable de résoudre des instances de problème et non pas tout le problème. Pour dire qu'on a résolu tout le problème, il doit y avoir, en plus de l'échantillon d'instances exécutées, une analyse de complexité pour dire pour quel intervalle de données cette exécution reste viable et donne des résultats en un temps raisonnable, avec une consommation de ressources raisonnable. Donc, j'obtiens quelque chose de réalisable. Donc, lorsqu'on propose un algorithme, on s'intéresse au problème tout entier, mais lorsqu'on arrive à l'exécution, en réalité, on est en train d'exécuter des instances. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Jusque-là, je suis avec les définitions. Mais c'est des définitions importantes parce qu'elles permettent d'éclaircir plusieurs points. Donc, pour qu'on soit d'accord sur les éléments essentiels de la complexité. Alors, une fois qu'on a défini un problème et une instance de problème, oui. Pardonnez-moi, le partage ne marche pas bien. Le partage ne marche pas bien. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. Bien sûr, attendez. C'est quoi le problème avec le partage? Vous ne voyez pas ou bien... On voit une petite partie de l'écran. Non, les mots, j'ai zoomé. Comment? On voit une petite partie de l'écran. On voit pas tout. Vous voyez? Normalement, c'est pas... Attendez. Pourtant, j'ai partagé tout mon écran. Madame, si vous pouvez désactiver le partage et le réactiver, ça réglera le problème. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Attendez. Est-ce que cela fonctionne mieux maintenant? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Ok. Comme ça n'a pas fonctionné sur PC,
Donc, je suis avec le téléphone et donc, je n'ai pas de fonctionnalité qu'avec le PC. C'est peut-être pour ça que le partage ne fonctionne pas correctement. Alors, Non, donc, madame, des fois, lorsqu'on zoome avec le téléphone, ça sera des problèmes. C'est ça. donc ça va, ça fonctionne maintenant ou pas? Ça fonctionne. D'accord. Alors, donc la notion, la prochaine définition ou la définition suivante, c'est la notion de solution. Solution d'un problème donné est un objet qu'il faut déterminer et qui satisfait les contraintes explicites, imposées dans le problème. Alors, ça signifie quoi cette définition? J'ai trouvé la solution d'un problème ou j'ai résolu un problème, il faudrait qu'on détermine, qu'on arrive à construire, à arriver à cette solution. Cette solution, elle doit satisfaire les contraintes explicites imposées dans le problème. Alors, dans l'énoncé du problème, on détermine toujours les données en entrée, le résultat en sortie ou les grandes lignes de traitement à suivre. Donc, le résultat en sortie ou les contraintes que doit satisfaire le résultat en sortie, elles sont explicitement définies dans l'énoncé du problème qui nous donne ces contraintes. Donc, pour pouvoir dire que j'ai résolu ce problème, je dois être capable de répondre par OK à toutes les contraintes qui m'ont été imposées dans l'énoncé. D'accord? Il existe 4 manières d'obtenir une solution d'un problème donné, soit en appliquant une formule explicite. Si c'est un problème mathématique, j'ai une formule à suivre pour trouver ou déterminer la solution de ce problème. Si vous avez par exemple une équation du deuxième ordre, mathématiquement parlant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le delta et on détermine les solutions en fonction de la valeur du delta. Soit il n'admet pas de solution, soit c'est une seule solution, soit c'est deux solutions et vous avez la formule qui vous permet de calculer les deux solutions. Donc, lorsque vous avez une formule explicite pour déterminer la solution du problème, on utilise cette formule explicite. On peut également utiliser une définition récursive. Si vous avez une définition récursive qui vous permet d'arriver à cette solution, on va utiliser cette définition récursive. Ça dépend du contexte. Qu'est-ce qu'on peut calculer de manière récursive? Qu'est-ce qu'on peut calculer de manière récursive? Une fonction mathématique qui peut être calculée de manière récursive. Fibonacci, par exemple. Le Fibonacci. Fibonacci, par exemple. Il peut être calculé ou il doit être calculé de manière récursive parce que la formule correspondante, elle est récursive. Donc, il se calcule de manière récursive en utilisant la formule. Alors, on peut également utiliser un algorithme qui converge vers la solution. C'est-à-dire que c'est un algorithme qui va pouvoir calculer ou construire de proche en proche cette solution. Alors, pourquoi on dit converger vers nos solutions? C'est-à-dire qu'on commence de rien du tout, on construit la solution petit à petit, soit on arrive à la solution et c'est au mieux en un temps raisonnable, soit on arrive à une solution approchée, c'est-à-dire qui se rapproche le maximum possible de la solution du problème, mais c'est la meilleure qu'on peut obtenir en un temps raisonnable. D'accord? Alors, on verra ça par la suite, lorsqu'on verra les stratégies de résolution de problèmes, et on verra ce que ça signifie, cette histoire de convergence. La quatrième manière possible, c'est d'énumérer les cas possibles. C'est soit parce que j'ai plusieurs solutions,
soit pour chaque cas, je peux avoir un certain nombre de solutions. Donc, déterminer la solution au problème peut vouloir dire énumérer les cas possibles. Est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes toujours là? D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Ok, ok, pas de questions, tant mieux. Donc, on continue avec les définitions. Alors, la solution, justement, pour pouvoir la déterminer, il faut qu'on passe par la notion de programme. Qu'est-ce qu'un programme? Donc, un programme, c'est un processus de solution ou un processus de résolution d'un problème pouvant être exécuté par un ordinateur. Donc, on écrit des programmes, on écrit des algorithmes de manière générale, exécutés par la suite par des ordinateurs. Alors, il contient toute l'information nécessaire pour résoudre le problème donné et en un temps fini. Alors, le temps fini, il est en gras et il est souligné. Ça ne sert à rien d'écrire un algorithme qui ne se termine pas. Alors, il ne se termine pas parce qu'il contient une boucle infinie ou un problème dans son exécution. Il ne se termine pas parce qu'il nécessite énormément de temps pour se terminer. D'accord? Donc, on s'intéresse toujours à la notion de temps fini. D'accord? Donc, pour résumer un peu la situation, dans ce module, on va s'intéresser à la résolution de problèmes. Résoudre un problème signifie écrire un algorithme qui permet de déterminer la solution à ce problème. Le problème qu'on cherche à résoudre doit être calculable, c'est-à-dire il doit admettre au moins une solution. Et on s'intéresse à la complexité de cet algorithme, c'est-à-dire on s'intéresse aux performances que va avoir cet algorithme si demain je décide de l'implémenter. Alors, ces performances, on va s'y intéresser principalement en termes de temps, parce que c'est le temps c'est l'échelle des temps qui n'est pas extensible, mais on va également s'intéresser aux autres ressources nécessaires à l'exécution de cet algorithme. Si j'arrive à écrire un algorithme qui est performant et en termes de temps se termine en un temps fini et en un temps raisonnable, je valide cet algorithme et je passe à l'étape de programmation pour arriver réellement à la résolution, pour arriver réellement à la résolution de mon pour arriver réellement à l'exécution, pardon, à la résolution de mon problème. D'accord? Donc, comment on va pouvoir calculer cette complexité ou bien comment on va pouvoir étudier cette complexité? Eh bien, on l'étudie à travers une analyse. On l'étudie à travers une analyse. Alors, l'analyse des algorithmes, elle s'exprime en termes d'évaluation de la complexité de ces algorithmes. Alors, on va analyser un algorithme pour pouvoir interpréter les ressources dont il a besoin, en termes de temps et en termes d'espace.
Alors, en termes d'espace, c'est les données dont il a besoin pour son exécution, c'est-à-dire tout ce qui est données en entrée, données en sortie, les données intermédiaires, tout ça devra être pris en compte et estimé pour pouvoir déterminer l'espace nécessaire à l'exécution de mon algorithme. Et le temps va être évalué en se basant sur les instructions élémentaires. C'est pour ça qu'on va écrire nos algorithmes avec des instructions élémentaires. Donc, on va analyser l'algorithme instruction par instruction par rapport à son exécution. Donc, on va évaluer le coût nécessaire ou le temps nécessaire à l'exécution de chaque instruction, que ce soit les instructions séquentielles, les instructions conditionnelles, les actions répétées, ou les appels de fonctions et les appels de procédures, les fonctions et procédures récursives, et par rapport à tout cela, pour pouvoir sortir à la fin avec une équation qui relie le temps nécessaire à l'exécution de mon algorithme avec les données en entrée de mon algorithme. Alors, l'analyse qu'on fait ne permet pas d'avoir la complexité uniquement. On peut, à travers l'analyse aussi, étudier la modularité. Est-ce que les modules sont réellement indépendants et j'ai fait une programmation modulaire? Est-ce que c'est correct? Et c'est la première chose à faire dans une analyse. Est-ce que les données en entrée sont correctement utilisées pour produire la bonne réponse en sortie et c'est cohérent de bout en bout? Donc, il faut que l'algorithme soit d'abord correct avant de pouvoir vérifier ses performances. Est-ce qu'il est maintenable? Si demain je décide de modifier le type de données en entrée ou modifier la structure de données, est-ce que ça va pouvoir se faire rapidement? Et est-ce que c'est possible de le faire directement ou bien il faut envisager un autre algorithme? Est-ce qu'il est simple dans la compréhension et dans la lecture? Est-ce qu'il est robuste? C'est-à-dire que j'ai fait une gestion d'exception, j'ai tenu compte de tous les cas d'erreur possibles et donc il est robuste par rapport aux erreurs. Il est robuste également du point de vue sécurité si je suis à l'abri de n'importe quelle injection de code. Bon. Vous allez voir ça par la suite aussi. Est-ce qu'il est extensible? Si demain, je décide d'augmenter la taille de mon espace de données, est-ce que c'est possible de le faire? Et également, à travers cette analyse, on peut déterminer le temps de mise en œuvre. D'accord? Le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir arriver à finaliser mon algorithme. Donc, tout ça, on peut le déterminer à travers l'analyse. Alors, pour les objets du module ou bien pour nous, l'analyse, on va l'étudier du point de vue complexité. D'abord temporelle, ensuite spatiale. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Oui, c'est compris, madame. D'accord, ok. Alors, pour le moment, c'est que des définitions. Mais je préfère terminer les définitions. Comme ça, lorsqu'on fera le cours en présentiel la semaine prochaine, Inch'Allah, on attaquera directement l'analyse avec un exemple concret pour que vous puissiez démarrer vos TD, Inch'Allah. D'accord? Alors, les définitions suivantes concernent les éléments de base de la complexité. Alors, un algorithme est un ensemble d'instructions finies qui, lors de leur exécution, accomplissent une tâche donnée. Donc, l'algorithme doit être écrit à base d'un ensemble d'exécutions, un ensemble fini d'instructions. C'est-à-dire, le nombre d'instructions, il est clair, il est défini, il est limité par un début et par une fin. L'algorithme, c'est tout le traitement
qu'il y a à l'intérieur. Alors, un algorithme est un ensemble d'opérations de calcul élémentaires dans des règles précises dans le but de résoudre un problème. Un algorithme, il a un sens d'exécution, c'est un sens séquentiel pour les instructions séquentielles. Lorsqu'on arrive à une instruction conditionnelle, c'est selon la condition qu'on se branche soit vers le bloc, alors soit vers le bloc sinon, ou éventuellement vers le bloc fancy une fois qu'on a terminé l'un des deux blocs. Si on a une action répétée ou bien une boucle, là aussi, j'ai une initialisation, une certaine condition d'arrêt. Selon la valeur de vérité par rapport à la condition d'arrêt, je peux décider est-ce que je continue mes étirations ou bien je me branche à la fin de la boucle. Donc tout ça définit des règles avec lesquelles on va pouvoir lire notre algorithme et on va pouvoir l'analyser. Donc on ne va pas l'analyser de manière séquentielle brute, mais on va l'analyser par rapport à l'exécution. Donc si j'ai une instruction conditionnelle, je vais évaluer les deux parties. Si la condition est vraie, je me branche vers le alors. Voilà ce que me coûte le branchement vers le alors. Si j'ai un bloc sinon, voilà ce que me coûte le bloc sinon. Et donc, je vais décider, je vais voir comment je vais comptabiliser tout ça. J'ai une boucle, donc je vais évaluer l'initialisation de la boucle. Je vais évaluer aussi la condition de la boucle. Je vais évaluer une itération de la boucle, combien elle me coûte. Et je vais aussi devoir évaluer le nombre d'itérations de la boucle. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il est variable? Est-ce que dans chaque itération, je vais faire le même traitement ou bien le traitement, il va évoluer ou il va varier d'une itération à une autre? Comment je vais interpréter cette variation d'une itération à une autre? Est-ce qu'il y a une certaine périodicité dans la boucle et donc je vais tenir compte de cette périodicité? Tout cela, c'est des questions qu'on va devoir se poser face à un algorithme donné pour pouvoir l'analyser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va analyser en respectant des règles précises, les règles d'exécution de ces instructions. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? Je reviens à chaque fois sur les messages pour être sûr qu'il n'y a pas un message que je n'ai pas vu, bien une question à laquelle il faut répondre. D'accord. Donc, pour pouvoir analyser un algorithme, on vous dit ici, un algorithme doit satisfaire ses propriétés. Il peut avoir 0 ou plusieurs données en entrée. Il doit produire au moins une quantité en sortie. Chacune de ces instructions doit être claire et non ambiguë. Il doit se terminer après un nombre fini d'étapes. Et chaque instruction doit être implémentable. C'est-à-dire que lorsque j'écris un algorithme, je dois me mettre en tête qu'il y a des données en entrée ou pas. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'objectif. Je dois produire au moins une quantité en sortie. S'il n'y a pas de résultat en sortie à retourner, au moins j'ai une bonne terminaison de mon algorithme, c'est-à-dire j'arrive au end, donc ça s'exécute, ça se termine. Chacune de ces instructions doit être claire et non ambiguë, c'est-à-dire à la lecture de l'instruction, je dois comprendre ce qui se fait au niveau de cette instruction comme traitement. Il doit se terminer après un nombre fini d'étapes, c'est-à-dire que je ne provoque pas de boucle infinie dans mon code, dans mon algorithme. Il doit nécessairement se terminer après un nombre fini d'étapes. Et chaque instruction doit être implémentable. Donc, ce n'est pas un pseudocode, mais c'est du code qui peut être directement traduit par la suite dans un langage de programmation donné. D'accord?
OK. Donc, on va continuer. Alors, à ce niveau-là, on arrive à un exemple que j'ai l'habitude de faire et qu'on va peut-être déplacer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Comme ça, on travaillera convenablement au tableau. Donc, on vous dit ici, soit le problème, trier un ensemble de un nombre entier, n supérieur à 1. Une solution pourrait être et le. Alors, cette expression ne constitue pas un algorithme pour résoudre le problème. Proposer un algorithme. Alors, on s'intéresse au problème du tri d'un ensemble de un nombre entier. Donc, ça suppose que les un nombres entiers vont se trouver dans un tableau de dimension n. On vous dit ici n strictement supérieur à 1, il y a au moins un élément dans le tableau. Et on vous propose une approche en vous basant sur la recherche du minimum. Donc, le premier minimum, la première position, le deuxième minimum, deuxième position, le troisième minimum, troisième position, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on vous donne cette indication, ou cette démarche, on n'est pas réellement en train de vous donner l'algorithme, on est en train de vous donner les grandes lignes à suivre pour définir votre algorithme. Donc, on vous demande par la suite de proposer un algorithme. Alors, donc, je vais vous demander de préparer cet algorithme pour la prochaine fois et on va le proposer ensemble et on va également l'analyser ensemble. D'accord? Est-ce que c'est noté? Oui. D'accord, c'est noté. D'accord, très bien. Alors, de toute manière, à la fin de la séance, je vais vous envoyer le lien Drive pour que vous puissiez avoir accès aux cours et à tout ce que j'ai déjà fait dans le module. D'accord. Alors, donc, alors depuis tout à l'heure, on parle d'analyse, mais en réalité, qu'est-ce que l'analyse? Alors, l'analyse signifie déterminer la quantité de ressources nécessaires à l'exécution d'un algorithme. Alors, ces ressources peuvent être une quantité mémoire, un temps de calcul, une largeur de bande passante. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est principalement le temps que la mémoire. Le but étant d'identifier face à plusieurs algorithmes qui résolvent un même problème, celui qui est le plus efficace. Donc, c'est le temps qui nous pose problème et c'est le temps qu'on cherche à optimiser. Donc, l'objectif, c'est de déterminer, lorsqu'on a plusieurs algorithmes possibles, quel est le plus efficace en termes de temps, ensuite en termes de mémoire, en termes des autres ressources. Donc, ce qui nous intéresse dans un premier lieu, ensuite, les autres ressources que peut nécessiter un programme. Alors, la complexité d'un algorithme est la mesure du nombre d'opérations élémentaires qu'il effectue pour le problème pour lequel il a été conçu. C'est-à-dire que on va mesurer carrément, quantifier, instruction par instruction, le nombre d'opérations élémentaires qu'il effectue. La complexité est mesurée en fonction de la taille du problème, la taille étant elle-même mesurée en fonction des données du problème. La complexité est par conséquent mesurée en fonction des données. Donc, il s'agit de trouver une équation qui relie le temps d'exécution à la taille des données. Donc là, c'est la finalité.
Comment on va arriver à cette finalité? Donc, de l'énoncé, on propose l'algorithme. C'est l'analyse de l'algorithme qui va nous permettre de déterminer cette équation. Lorsqu'on va analyser l'algorithme, on va déterminer quelles sont les données en entrée, comment se présentent ces données en entrée et quelle est la taille de ces données en entrée. Ces trois informations, elles sont importantes parce qu'elles vont nous servir, ça va être la variable de notre équation. Vous représentez la variable de notre équation. L'équation, elle peut contenir une seule inconnue si j'ai un seul type de données en entrée. Si je peux avoir plusieurs types de données en entrée, je vais avoir autant d'inconnus que de types de données en entrée. Par exemple, si j'ai, pour l'énoncé que je vous ai donné, vous avez le tri d'un tableau à un élément. Alors, un tableau est caractérisé par une dimension, par une taille. Donc, l'équation correspondant à cet algorithme va être déterminée en fonction de la taille du tableau. Si au lieu d'avoir un tableau, j'ai une matrice est caractérisée par le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, la complexité de l'algorithme qui va traiter cette matrice, elle va forcément être exprimée en fonction du nombre de colonnes. Si pour un problème donné, j'ai un tableau et une matrice, j'aurai besoin d'inclure les trois composantes dans l'équation qui exprime le temps nécessaire à l'exécution de mon algorithme. C'est pour ça qu'on vous dit, il dépend du nombre d'opérations élémentaires qu'effectue le problème. Ce nombre d'opérations élémentaires va forcément dépendre des données du problème. Et les données du problème, on va les caractériser par rapport à leur taille. Bon. Si vous n'avez pas compris ce point, ce n'est pas grave, vous allez mieux le comprendre à travers un exemple. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. D'accord, ok. Alors, bon, je ne vais pas trop m'attarder. Il reste ces deux slides uniquement et la complexité asymptotique et formaliste. Je préfère qu'on les voit ensemble encore, c'est-à-dire en présentiel la prochaine fois. Jamais. Il existe trois types de complexité. Vous avez la complexité au meilleur cas, la complexité au moyen et la complexité au pire cas. Alors, la complexité au meilleur cas, c'est la complexité dans le cas idéal. C'est-à-dire, je suis dans les conditions les plus favorables de mon exécution. Cette mesure, elle a très peu d'intérêt. Elle ne permet pas de distinguer deux solutions entre elles. Parce que je suis dans une situation idéale. Et généralement, dans une situation idéale, je vais consommer le minimum possible de ressources. Donc, c'est pour ça qu'on appelle complexité au meilleur cas. Mais n'empêche, elle permet de donner une borne inférieure. Dans le meilleur des cas, je ne vais pas pouvoir descendre au-delà de cette échelle ou bien de ce seuil. Donc, c'est pour ça très intéressant pour pouvoir distinguer entre deux solutions. La complexité en moyenne, elle nécessite la connaissance de la distribution de données. Alors, pour déterminer la complexité en moyenne, alors on a besoin de faire apparaître la notion de probabilité ou bien carrément la distribution des données, c'est-à-dire les données, comment elles se présentent pour savoir en moyenne comment va se dérouler cet algorithme.
Alors là aussi, elle n'est pas très significative. Par la suite, Inch'Allah, comment on va pouvoir l'utiliser dans un certain formalisme, qu'est-ce qu'elle nous permet d'avoir. Alors, ce qui nous intéresse le plus dans l'analyse de la complexité, c'est le troisième type de complexité, c'est la complexité au pire. Elle fournit une borne supérieure du temps d'exécution que l'algorithme ne peut pas dépasser. C'est cette complexité qui nous intéresse. Dans la suite, ça signifie quoi? Je suis dans les conditions les plus extrêmes. En termes de ressources, en termes de taille de données, c'est-à-dire c'est le maximum. Et je veux voir comment mon algorithme va se comporter dans ce pire cas ou dans cette pire situation. C'est la situation la plus extrême, c'est-à-dire c'est la taille de données la plus grande, le nombre d'itérations maximales, c'est le nombre d'opérations maximales. Donc, c'est une situation que je ne pourrais même pas exécuter. Même si j'espère exécuter, dans le pire cas, il est impossible d'exécuter. Analyse que je suis obligé de faire de manière théorique. Et c'est une analyse qui est très importante, mais d'avoir la borne supérieure. Je vais dire attention, ce seuil, je suis sûr, il ne sera jamais le maximum possible de mon algorithme. Alors, si j'arrive à dire temps est raisonnable par rapport à cette borne supérieure, si j'arrive à dire que c'est quelque chose de réalisable aux ressources à ce niveau-là, ça signifie que mon algorithme est raisonnable et il fournit un temps fini, quel que soit l'échantillon de données inférieur à ce pire cas. Est-ce que vous avez compris l'intérêt de cette étude par rapport au pire cas? Est-ce que vous avez compris pourquoi je m'intéresse au pire cas? Donc, analyser dans le pire cas signifie que je suis capable de dire quel que soit, et là, ça me permet de dire le quel que soit, quelles que soient les données, point initial jusqu'au pire cas, je suis capable de dire que voilà les performances de mon algorithme, et si c'est raisonnable, je suis tranquille, je peux directement passer à l'implémentation. Et là, je peux rajouter des artifices d'optimisation, je peux rajouter des messages, je peux rajouter. C'est raisonnable, c'est performant, c'est efficace, et donc c'est tant mieux. C'est ce qu'on souhaite avoir. Du temps d'exécution que l'algorithme ne peut dépasser. Et donc, c'est ce qui nous intéresse dans notre analyse. Donc, on va analyser dans le pire cas, on va analyser également l'occupation mémoire aussi dans le pire cas. Si dans le pire cas, j'obtiens quelque chose de raisonnable, que l'algorithme mérite d'être implémenté et ça implique aussi que le problème en question vient d'être résolu à travers. Est-ce que c'est compris? Vous n'avez pas de questions pour ce point? Alors, terminer avec ce dernier slide. Les performances d'un algorithme dépendent de trois principaux paramètres et j'en ai parlé juste avant.
Donc, pour pouvoir évaluer et analyser les performances d'un algorithme, j'ai besoin de tenir compte de trois paramètres. La taille des données en entrée, la distribution des données et la structure de données. Donc, je tiens compte de ces trois éléments pour pouvoir analyser les performances de mon algorithme. Donc, la taille des entrées, quel que soit le problème, il faut en premier lieu caractériser les entrées, et c'est ce qu'on fait lorsqu'on analyse l'énoncé. La distribution des données, là aussi, elle doit être fournie dans l'énoncé pour savoir est-ce que les données initialement ont une distribution particulière. Et je vous donne ici comme exemple à la base triée. On va également tenir compte de la structure de données. Structure à accès rapide, est-ce que c'est une structure à accès séquentiel? Est-ce que c'est une structure dynamique? Est-ce que c'est une structure statique? Donc, tout ça doit être pris en compte dans l'étape d'analyse pour pouvoir déterminer les performances d'un algorithme donné. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, c'est clair. Juste par rapport au premier exemple que vous nous avez donné, qu'est-ce que vous nous avez demandé de faire, s'il vous plaît? Alors, je vous ai demandé de proposer un algorithme de tri qui se base sur la recherche du minimum. D'accord. On vous écrit un pseudo bien en... Non, pas un pseudocode. Un code algorithmique en respectant ce que je vous ai donné comme élément des algorithmes. C'est-à-dire, c'est des instructions élémentaires ou des instructions conditionnelles ou des actions, des boucles ou bien des appels, éventuellement des appels à des procédures. Donc, c'est un langage algorithmique pur et il doit être indépendant d'un langage de programmation donné. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'algorithmique à base de C ou bien un algorithmique à base de Java, ni même une algorithmique à base de Python. C'est un algorithmique. L'algorithmique avec laquelle vous avez l'habitude, je suppose, d'écrire vos algorithmes depuis la première année. En première année, vous avez commencé à écrire des algorithmes. Vous l'avez perdu au fil des années. Donc, il faudrait réapprendre à écrire des algorithmes. Donc, avec cet exemple, on va corriger au début certaines notions d'algorithmique. Ensuite, je vais vous introduire les d'analyse. On va analyser un algorithme, comment on va interpréter le coût de chaque instruction et comment on va généraliser tout ça. Justement, l'équation qu'on cherche à avoir, l'équation qu'on souhaite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, silence radio, donc je suppose que vous n'avez pas de questions. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on mettra en pratique toutes ces définitions la prochaine fois, Inch'Allah, à travers l'exemple. Et ça vous permettra également de démarrer également vos séances de TP. Donc, la semaine prochaine, vous aurez vos séances de cours et vos séances de TD. Les TB, je ne sais pas encore, ça dépendra des assistants de TP, est-ce que désignés ou non. Mais même les TP, je souhaiterais qu'ils démarrent le plus tôt possible pour que vous puissiez monter également les notions qu'on est en train de voir, les notions qu'on va voir
on TD. Bah, sauf pour le master sécurité qui n'ont pas de séance de TP, malheureusement. Madame, nous, les SSE, on n'a pas un TP de Non, complexité, vous c'est n'avez ça? pas de TP, non, vous n'avez pas. Il y a une contrainte dans la définition de la charge horaire en master, vous plus de 25 heures. Et lorsqu'ils ont réparti la charge pour vos modules, ils ont vu que ça dépassait les 25 heures. Donc, ils ont décidé d'éliminer le TP complexité au détriment d'autres modules. D'accord? Plutôt, ils ont C'est la première année de cette action, madame. Non, depuis le début. Depuis que le master a commencé, il n'y a pas de TP complexité. Alors moi, ce que je fais, je donne des TP aux étudiants pour ceux qui veulent s'exercer. Bon, je ne peux pas vous obliger à faire le TP parce que ça ne fait pas partie de votre charge. Donc, je le donne. Ceux qui veulent le faire, c'est tant mieux pour eux, ils vont apprendre des choses. Surtout ceux qui ont un problème avec la programmation. Donc, ça va vous permettre de vous rafraîchir la mémoire sur la programmation. Et donc, c'est les mêmes TP que les autres spécialités que j'essaie d'adapter pour certains points pour la spécialité. Donc, il y a des choses que vous avez besoin de voir, vous, en sécurité, que les RSD n'ont pas forcément besoin de voir, ou bien que les IV n'ont pas forcément aussi besoin de voir. Donc, ça dépend du contexte. Mais j'essaie chaque fois d'adapter le TP. Je vais vous donner les énoncés du TP, ils sont facultatifs. Donc, ceux qui les font, ils vont être corrigés, ils vont être notés. Ceux qui ne le font pas, ils sont libres de ne pas les faire. D'accord? D'accord, c'est bon. Là, je parle du master sécurité. Par contre, pour le master IV et le master RSD, vous avez des TP et c'est des TP qui sont notés. Vous avez des séries de TP, donc c'est je dirais, des mini-projets sur 2 ou 3 semaines. Ça dépend de la charge de travail sur le TP. Et donc, il y a des rapports qui doivent être déposés ou remis à chaque fois à l'assistant de TP et qui seront notés. En plus du mini-projet que vous aurez vers la moitié du semestre, on va vous donner un mini-projet consistant. Et là, ce sera un mini-projet par spécialité. Différent pour les RSD, un autre qui est pour les sécurités, un autre pour les IV, propre à votre spécialité. C'est-à-dire, on va prendre un problème concret en rapport avec votre discipline et vous allez devoir l'étudier du point de vue complexité. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, madame, c'est clair. Madame, Oui, concernant le master RSD, oui. ça sera 2 heures de TP par sous-groupe. Je sais que ça sera 2 heures de TP pour ce groupe. Oui, je sais. Donc, on va alterner à chaque semaine, c'est bien ça. Je sais que vous allez alterner à chaque semaine et de toute manière, les TP qu'on va vous donner durant la séance, vous allez c'est plus pour vous expliquer le travail. Vous allez devoir travailler à la maison parce que c'est des TP qui prennent énormément de temps, plusieurs heures, pour les exécuter à la maison sur 2 ou 3 semaines. C'est le temps que vous puissiez terminer vos exécutions et préparer le rapport. Donc, je vais voir avec les assistants de TP. Ben là, en ce qui concerne le TP complexité, ça va être 1 heure par sous-groupe. Au lieu que ça soit 2 heures par sous-groupe, 1 fois par quinzaine. Mais dans ce cas, madame, il faudra vous entendre avec les autres enseignants qui ont TP aussi. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, D'accord, très bien. l'organisation, la planification, en charge, je verrai ça avec aussi les collègues. Une fois que les chargés TP vont être désignés. Ça sert à rien que vous fassiez TP pendant 2 heures. La première partie du TP, vous allez poser vos questions, vous allez commencer à travailler. Vous n'aurez même pas le temps de lancer une exécution. La deuxième partie du temps, vous allez chômer. Vous allez chômer, l'assistant de TP va chômer. Donc, on verra comment on va pouvoir organiser les choses pour que
vous puissiez travailler convenablement. D'accord? Très bien, merci. Alors, Madame, si vous on- pouvez juste nous tenir au courant quand ça arrive. Bien sûr, bien sûr, Merci. bien sûr. J'attends toujours que les assistants de TP soient définis, on va dire, soient attribués. On vous a pas encore attribué d'assistant de TP. Alors, les IV n'ont même pas encore d'assistant de TD. Donc, on attend que des volontaires se présentent pour prendre en charge les séances correspondantes. Ensuite, on fera la planification nécessaire. D'accord, merci madame. Au pire, l'assistant de TP, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il vous fera carrément une séance en ligne, une fois par semaine, pour vous expliquer l'énoncé, pour le groupe en entier, c'est-à-dire il ne va pas travailler en sous-groupe, en distanciel. Et durant la séance présentielle, ça sera plus pour répondre à vos questions, pour aider au pire. Si on n'arrive pas à trouver une solution avec les autres collègues pour vous départager en sous-groupe, 1 heure par sous-groupe. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui madame. D'accord. De toute manière, on va voir. Peut-être que si le déconfinement est validé après les 21 jours, il est probable qu'il décide d'enlever le distanciel et que le distanciel est. C'est ce que j'espère. Comme ça, vous allez travailler convenablement. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de sous-groupe. On va travailler convenablement comme avant le Covid. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie pour aujourd'hui.